Bonsoir tout le monde. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? On Je t'entend bien. vous m'entendez bien, super. Je vais arrêter le son des petits oiseaux. Donne-moi 2 secondes, Marie-Josée, puis je te laisse la parole. Voilà. Voilà. Alors, Bon, voilà. alors Marie-Josée, t'as la parole. J'ai la parole, mais je rassure tout le monde, c'est pas moi qui vais m'entretenir de comestibles sauvages. En fait, le temps de vous souhaiter la bienvenue à mon tour à cette belle présentation gourmande dans le cadre du défi Je mange local. Le défi Je mange local, c'est une initiative portée par le regroupement des tables de concertation du Québec, qui vous invite à mettre plus de produits locaux dans votre assiette et ce, à l'année. Alors, on vous invite à vous inscrire au défi, à visiter le site web, à suivre le défi sur les réseaux sociaux pour de l'inspiration sur un paquet de thèmes comprenant des ressources de toutes sortes pour vous aider à progressivement privilégier les produits locaux dans votre alimentation, tout en explorant la richesse culinaire des diverses régions du Québec. Mais si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà convaincu, j'en suis à peu près certaine. Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière a le plaisir de vous présenter ce mois-ci une conférence ayant pour titre Comestibles de sauvages du Québec aux saveurs qui viennent de loin, avec Marie-Jacques Rouleau, qui est une cueilleuse et formatrice au parcours d'apprentissage Une plante à la fois, formation complète sur les comestibles sauvages du Québec. Présentation qui va durer environ 45 minutes. On vous invite à poser vos questions dans le clavardage. Pour que ce soit plus clair pour nous, on vous demande d'inscrire peut-être avant votre question en majuscule. Comme ça nous permettra de repérer tout de suite les questions et à la toute fin, on va y revenir et on va y répondre avec grand plaisir. Alors, je laisse la parole sans plus tarder à Marie-Jacques Rouleau. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette belle introduction. Attends, je vais me mettre en speaker view. Ouais, voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup à Goûter la Naudière, le CDBL et le défi Je mange local pour ce grand honneur de m'avoir invité à donner cette conférence-là ce soir. C'est en toute honnêteté, messieurs, dames, c'est la première fois que je donne cette conférence-là. Fait que vous êtes un peu mes cobayes ce soir, puis là, c'est super le fun parce que là, il y a déjà 79 presque 80 personnes. C'est vraiment, on a un très, très beau groupe. Je sais que vous êtes de partout à travers le Québec, même si ce soir, on est un petit peu thématisé la Naudière à cause des organisations, mais bienvenue de partout au Québec à cette belle soirée. Comme disait tout à l'heure Marie-Josée, moi, je suis cueilleuse, puis j'ai créé un cours sur les comestibles sauvages du Québec, un cours qui se donne en ligne. Ça s'appelle Une plante à la fois. Et je sais que ce soir, j'ai plusieurs personnes de ma cohorte qui sont en train de regarder la conférence et je les salue affectueusement, tout le monde. Je suis en période d'inscription jusqu'au 30 avril. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu à la fin de mon cours, si j'arrive à bien gérer mon temps. On va voir. On va voir comment est-ce que je vais faire ça. Une chose que j'aimerais que vous sachiez, pour que vous puissiez vraiment relaxer ce soir, c'est que, ben, premièrement, vous allez recevoir après la conférence, là, dans les prochains jours, je ne sais pas quand, je ne fais pas de promesses, là, mais bientôt, vous allez recevoir un lien pour l'enregistrement. Fait que si jamais vous avez besoin de réécouter la conférence, vous allez pouvoir le faire. Et vous allez aussi avoir, je vais vous remettre le PDF de ma présentation. Et vous allez aussi recevoir un autre PDF avec toutes mes notes de présentation super bien mis en page. Là. Ça a été fait par une graphiste professionnelle au CDBL. Donc, vous pouvez vraiment relaxer ce soir et juste écouter parce que vous allez tout avoir le matériel par la suite. Alors, en gros, je vous dirais que ma conférence de ce soir va être divisée comme en 3 blocs. On va avoir une petite introduction tantôt où on va parler un petit peu de l'histoire des substitutions, parce que c'est de ça dont il est question ce soir. Le plus gros de ma conférence, ça va être sur les plantes sauvages comestibles que moi j'utilise en cuisine pour substituer d'autres aliments qui normalement viennent de très très loin. Et à la fin, si j'ai bien géré mon temps, à la fin, on devrait avoir un 10 minutes à peu près là, pour la période des questions. Alors voilà, c'est comme ça que ça va se passer ce soir. Et là, je serais curieuse, attendez, je veux juste vous voir tout le monde, là. Je vais me mettre en gallery view. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui ont mis leur caméra à off,
Mais je vais vous inviter pour les 30 prochaines secondes, la prochaine minute, de mettre votre caméra, d'ouvrir votre caméra parce que j'aimerais ça voir vos mains. J'aimerais ça que vous me fassiez des babayes. Je vais poser quelques questions. Il y en a déjà qui me font des babayes, c'est super. Euh, Y a-t-il déjà quelqu'un dans le groupe ici présent qui aurait tenté, comme moi j'ai fait il y a de cela quelques dizaines d'années, de remplacer le chocolat par du caroube? Y en a-tu qui ont déjà fait cette expérience-là? Je vois des mains qui... ouais, OK. Avec votre pouce en haut ou en bas, dites-moi si ça a été une expérience positive ou non de remplacer le chocolat par du caroube. Moyen. Je vois qu'il y en a que c'est neutre. OK, c'est pas nécessairement positif ni négatif. Euh, En tout cas, il y en a-tu qui ont déjà essayé de remplacer le café par du postum? Il y en a-tu qui connaissent le postum? Là, je vois quelques mains, pas tant que ça. C'est une espèce de boisson, c'est une boisson aux céréales, le postum. Mes parents buvaient ça quand j'étais petite. Ça fait quand même assez longtemps de ça. Et si ça vous tente d'écrire dans le chat, je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous, ce genre de substitution-là. Burke, le postum, François qui dit ouais. C'est ça. Les substitutions, c'est pas toujours quelque chose de super le fun. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des intolérances au lactose puis qui doivent remplacer les produits laitiers par d'autres choses. Il y en a peut-être qui sont allergiques aux œufs. Il y en a peut-être qui sont allergiques au gluten, qui ont la maladie de cœliaque. Il faut remplacer tous les produits de gluten par d'autres choses. C'est souvent quelque chose, moi, de mon expérience personnelle, quelque chose qui est frustrant d'avoir à remplacer un aliment par un aliment de substitution qui n'est pas exactement pareil forcément. Alors, on va un peu parler de ça ce soir. Qui encore une fois, à main levée, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, a déjà cueilli des comestibles sauvages? Je serais curieuse de savoir si dans mon groupe, j'ai Annie qui a déjà cueilli, Joanie, oui, Francine, Jean. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des cueillettes de comestibles sauvages. Je ne vois pas tout le monde à mon écran parce que vous êtes quand même assez nombreux ce soir. Je ne prendrai pas les questions au fur et à mesure de la rencontre. Je vais les prendre juste à la fin. Fait que c'est les personnes qui ont levé leur main électronique. Je ne sais pas si c'était pour poser des questions, là, mais je vais prendre les questions à la fin. Alors, pour moi, mon expérience d'avoir remplacé le chocolat par du caroube, ça a été une grosse, grosse frustration. Je comprenais le principe, tu sais, mais je ne voyais pas en quoi le caroube et le chocolat, c'était la même chose. Pour moi, ça ne goûtait pas du tout pareil. Et ce qui fait que, tu sais, dès qu'on me parlait de substituer un aliment pour un autre, j'ai toujours été un peu réticente. Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire de la cueillette de comestibles sauvages et à jouer avec ces substitutions-là. Il y a comme une espèce de déclic qui s'est fait pour moi. Oh mon Dieu, on dirait que ma caméra a disparu. Est-ce que vous me voyez encore? Vous me voyez encore. OK, parfait. C'est juste moi qui ai un carré noir. Là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, c'est ça. Il y a eu un déclic qui s'est fait pour moi quand j'ai commencé à faire des substitutions avec des aliments que j'allais cueillir dans la nature. Pourquoi? C'est que c'est pas du tout la même chose. Ceux qui font de la cueillette parmi vous ce soir, sûrement que vous allez comprendre de quoi je parle. Puis ça s'applique aussi pour les gens qui ont un jardin potager. Je sais pas s'il y en a qui font du jardinage, qui cultivent des fruits, des légumes à la maison. Euh, Ça n'a pas la même valeur, l'aliment, quand on est allé le cueillir soi-même dans la nature ou quand on l'a cultivé dans son jardin, que quand on va l'acheter au supermarché. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment pas la même chose. Et quand j'ai commencé à remplacer des aliments du supermarché par des aliments que j'avais été chercher dans la nature, le rapport s'est inversé et je me suis mis à tomber en amour avec mon aliment que j'avais cueilli, beaucoup plus que le truc que j'allais acheter à l'épicerie avant. Et j'espère que je vais être capable ce soir de vous transmettre cette espèce d'amour-là et de passion-là pour les comestibles sauvages. Alors, c'est sûr que moi, en tant que fille qui enseigne la cueillette, je vais prêcher pour ma paroisse, puis je vais vous inviter à faire vos propres cueillettes. Mais je suis consciente que c'est pas nécessairement tout le monde qui aime ça, aller faire de la cueillette. Je vais, lorsque c'est possible, vous indiquer.
quand c'est possible d'acheter ces aliments-là dans les marchés spécialisés, là, parce qu'on peut trouver aussi certaines de ces denrées-là dans le commerce. Alors, là, on est rendu au moment de la conférence où je vais partager mon écran avec vous. Laissez-moi 2 petites secondes pour m'installer. Est-ce que, Marie-Josée, tu pourrais me dire, en ouvrant ton micro, si tu vois bien mon écran partagé en ce moment? Je le vois pas encore. Je Je le vois vois. qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ah, OK. Mais Parfait. Fait que je vais attendre un peu. Tu Moi, je le vois en tout cas. vois, Annie, tu le ah vois? bon, On Oui. voit un, 2, 3, 4, 5. Je le vois moi aussi. OK. parfait. Ah ben voilà. Merci tout le monde. OK. Alors, Super. si j'arrive à gérer mon temps comme du monde, là, à soir, je vais vous présenter 5 chapitres. Alors, vous voyez ici le numéro 1, ici à gauche, c'est des citrons. Numéro 2, c'est des cachous. Numéro 3, c'est des grains de café. Le numéro 4, c'est une barre de chocolat. Et ici, c'est des graines de muscade. Alors là, je vais tenter de vous convaincre d'essayer de remplacer ces aliments-là par des comestibles sauvages qu'on peut cueillir assez facilement au Québec. Commençons par les citrons. En fait, c'est pas tant le citron que je voudrais vous faire remplacer que le jus du citron. Et là, je vous montre ici une plante qui s'appelle le sumac vinaigrier. C'est un arbuste. Probablement que vous en avez déjà vu. C'est très courant. D'après moi, il y en a pas mal dans toutes les régions du Québec. Et ça fait comme des espèces de fruits en cocotte, un peu poilus, rouge vif. Je vais vous montrer plusieurs photos. Ça, c'est quand on le voit un petit peu plus de loin, là, ça a des feuilles qui sont un petit peu d'aspect tropical. Ça a presque l'air d'un arbre tropical. Vous voyez un petit peu de quoi a l'air la feuille du sumac vinaigrier ici. On l'appelle en anglais le staghorn sumac pour faire référence au bois du chevreuil, là. Tu sais comment est-ce que les bois du chevreuil sont souvent un peu velus, un peu poilus? Ben, les branches du sumac vinaigrier aussi le sont. Peut-être pas les petites branches fraîches de l'année, là, mais les branches qui sont un petit peu plus âgées vont être poilues comme ça. Fait que je vous donne quelques éléments d'identification. Euh, Puis, n'hésitez pas à mettre dans le chat là, si vous en avez chez vous du sumac vinaigrier ou si vous savez où en trouver près de chez vous. Alors, ici, je vous montre fièrement quelques photos que j'ai extraites du groupe Facebook de la cohorte 2024 d'une plante à la fois. Donc, ça, c'est des gens de ma cohorte qui, l'été passé, ont fait l'expérience de faire des sumacades. Donc, ce serait un remplacement de la limonade, si vous voulez avec les fruits du sumac vinaigrier. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, je vais pas tout vous donner la procédure. Vous allez recevoir avec l'enregistrement, puis le PDF, puis ma présentation, puis tout ça, vous allez avoir aussi des liens vers certaines petites vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique vraiment là, étape par étape comment faire certaines des recettes que vous allez voir ce soir, dont la fameuse sumacade. Mais pour savoir quand est-ce que votre fruit de sumac, il est prêt à être cueilli, ce qu'il faut faire, en fait, vers la fin de l'été, là, fin juillet, là, dans ces eaux-là. C'est là qu'il commence la plupart du temps à être prêt à être cueilli. Ça dépend des années. Mais vous le prenez dans votre main, vous l'attrapez sans nécessairement l'avoir cueilli, là, juste direct sur l'arbre. Vous attrapez votre fruit de sumac puis vous le serrez dans votre main. Et il devrait y avoir comme une espèce d'aspect huileux sur la paume de votre main. Si c'est huileux dans votre main, puis quand vous lichez votre main, que ça goûte acide, là, comme du citron, c'est parce qu'il est prêt à être cueilli. Et ce qui donne cette espèce de petit goût acidulé-là, c'est de l'acide malique. Dans le citron, c'est de l'acide citrique hein, qui fait que ça goûte acide. Ben, pour le sumac, c'est de l'acide malique. Donc, c'est pas tout à fait le même acide, mais ça a le même effet sur la langue, là. Tu sais, c'est vraiment surette, là, vraiment surette. Et en faisant tremper les fruits du sumac dans de l'eau, vous allez faire une solution là, qui va devenir un peu rose, là. En fait, ça pourrait ressembler à de la limonade rose. Fait qu'on pourrait même dire que le sumac vinaigrier peut remplacer les pamplemousses en plus du citron. Euh, Fait que ça, c'est super intéressant. Là, je vous mets une capture d'écran de ma chaîne YouTube où j'explique comment faire
de la sumacade selon deux recettes différentes. Il y en a une qui est selon Gérald Legal. J'espère que, je ne sais pas si tout le monde connaît Gérald Legal, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un à connaître. Malheureusement, il est présentement décédé depuis l'année passée, je crois, mais Gérald, c'est un monstre sacré de la cueillette au Québec. C'est lui qui est derrière l'entreprise Gourmet Sauvage avec sa fille Ariane Paré-Legal. Et c'est eux, en fait, qui ont donné le nom Sumacade à cette limonade au sumac qu'on prépare présentement. Donc, je vous donne dans ma vidéo sur YouTube la recette à Gérald Legal, la recette d'origine. Puis, je vous donne aussi la recette de mon professeur Yvan Perrault. Ceux qui sont dans la Naudière, vous connaissez Yvan. Yvan, il y a une façon complètement différente de faire sa sumacade. Et là, je fais un test de goût entre les deux recettes. C'est vraiment chouette à essayer à la maison. Il y a une expérience que j'aimerais bien faire l'été prochain. Ça fait partie de mes projets. Là, je vous montre une photo de quenouille. Alors ça, c'est de la quenouille à feuilles étroites. On a deux sortes de quenouilles au Québec. On a la quenouille à feuilles étroites et la quenouille à large feuille. Les deux se cueillent, les deux sont comestibles. Ce qui est le fun avec la quenouille, au mois de juin, là, au printemps, on peut cueillir les cœurs de quenouille. Et on peut en faire des marinades. Alors, la recette de marinade que j'ai, je l'ai trouvée justement dans un des livres à Gérald Legal. Elle se fait typiquement au jus de citron. Et, euh, et là, moi, j'avais envie cet été de m'essayer à faire cette même marinade-là, mais avec du jus de sumac plutôt que le jus de citron. Alors, ça va être de tester si le niveau d'acidité du jus de sumac est suffisamment élevé pour pouvoir l'utiliser comme agent de conservation, comme dans les marinades comme ça. Alors, en passant, euh, j'aurais pu aussi inclure la quenouille comme aliment de substitution des cœurs de palmier, hein. Ça aussi, c'est un comestible sauvage du Québec qui peut remplacer un aliment qui vient de loin. Mais je ne vais pas trop parler de la quenouille ce soir. C'est juste, je voulais faire le pont entre la quenouille et le jus de sumac. Alors, ce qui m'amène à vous parler maintenant de mon deuxième aliment. Là, je regarde où est-ce que j'en suis rendue dans mon temps. Ah, je suis correct, je suis 2 minutes d'avance. C'est bon. Alors, voici des cachous. J'aurais pu mettre des amandes, j'aurais pu mettre des noix de Grenoble, des pécanes, n'importe quelle noix là, qu'on achète qui viennent de super loin. Moi, c'est sûr que si c'était Yvan Perrault, mon professeur, qui donnait la conférence de ce soir, Yvan, c'est un professionnel de la noix nordique. Donc, il est propriétaire d'un endroit formidable qui s'appelle au Jardin des Noix, à Saint-Ambroise de Kildare, pas loin d'ici. Et eux, ils cultivent les arbres à noix en grande quantité. C'est vraiment un spécialiste de la noix. Il y a beaucoup de noix qui poussent au Québec, qui peuvent remplacer les noix qui viennent de loin. Mais ce soir, moi, je vais vous parler des glands de chêne parce que sont relativement faciles à trouver puis à identifier dans la nature. Et il y aurait 11 espèces de chênes selon le livre sur les arbres du Canada là, de John Laird de Farrar. Il y aurait 11 sortes de chênes qui poussent au Canada. Moi, quand j'ai suivi ma formation sur les PFNL, sur les produits forestiers non ligneux, donc les comestibles sauvages à l'Association forestière de la Naudière, on m'a enseigné trois chênes qu'on trouve, euh, qu'on trouve assez facilement au Québec. Il y a celui-ci, le chêne à gros fruits, qui est vraiment intéressant, mais il y a aussi le chêne blanc et le chêne rouge. Et vous savez, c'est quand même assez facile de reconnaître une feuille de chêne. Mettons qu'on la compare à une feuille d'érable, là. Je pense que pas mal tout le monde est capable de faire la différence entre le chêne à gauche puis l'érable à droite à mon écran. Mais est-ce que vous sauriez faire la différence entre une feuille de chêne à gros fruits versus une feuille de chêne rouge ou même la forme du gland? Et je pense que ça vaut la peine au Québec de connaître nos chênes, de savoir comment les différencier. Et là, je ne vais pas vous donner un cours détaillé sur comment reconnaître les espèces de chênes à soir, mais déjà, vous avez une bonne indice là, en regardant la feuille. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais en tout cas, les deux feuilles, c'est des feuilles qui sont lobées. Mais celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus arrondie, alors qu'ici, c'est denté, là, c'est pointu. Le gland n'a pas a pas la même gueule non plus, là. Ils ne se ressemblent pas tout à fait, là, les glands, là, même si c'est des glands dans les deux cas. Euh, mais c'est vraiment intéressant de savoir la différence entre les deux parce que le chêne à gros fruits
Il est reconnu comme étant un des chênes doux, avec le chêne blanc aussi. Je vais vous montrer le gland du chêne blanc dans une autre slide tout à l'heure. Alors que, malheureusement pour moi, le chêne rouge, il n'est pas super intéressant en cuisine. Il est comestible. Tu sais, toutes les chênes sont toutes les glands de chêne sont comestibles techniquement, mais comestible ne veut pas dire nécessairement intéressant en cuisine. Ça ne veut pas nécessairement dire délicieux. Le gland de chêne rouge, il est très, très fort en tanin, ce qui veut dire que quand vous allez vouloir le consommer, vous allez le trouver très amer. Et pour enlever cette amertume-là qui est forte dans le gland de dans le gland de chêne rouge, il faut le faire bouillir là, à gros bouillon longtemps, plusieurs fois, à répétition, jusqu'à temps qu'à un moment donné, l'amertume soit plus aussi intense dans la bouche. C'est beaucoup de travail. Moi, je suis trop paresseuse pour faire ça, puis c'est dommage parce que des chênes rouges, j'en ai plein ma cour en arrière. Je pourrais faire une cueillette commerciale, mais je préfère aller chez mes amis à Sainte-Mélanie qui ont des très beaux chênes à gros fruits et qui partagent avec moi. Et là, ces glands de chêne-là, on n'a pas besoin de les faire bouillir autant. Il faut quand même les faire bouillir un peu, mais beaucoup moins. Alors, je vous montre ici de proche le gland de chêne à gros fruits. Vous voyez comment est-ce que comme une espèce de petite robe, là. Ça a l'air presque textile, cette affaire-là, avec des franges. Alors que le gland de chêne rouge, vous voyez, il a plus l'air d'un petit bonhomme avec un béret à la tête, là. Il est très arrondi. Sont assez faciles à distinguer. Et là, je vous montre ici à gauche le gland du chêne blanc qui est qui a l'air d'avoir un chapeau tricoté lui aussi, mais il est plus allongé, il a plus l'air d'une tomate italienne là, au niveau de sa shape. Lui, il est comme le chêne à gros fruits, le chêne blanc. Il est doux et il est intéressant à cuisiner. Fait que ça, c'est ma petite introduction rapide sur les glands de chêne. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve des glands de chêne? Ben, on commence par, on en cueille, on les ramasse à terre, dans le fond, rendu à la fin de l'été, là, à l'automne, les glands, les chênes vont se délester de leurs glands, ça tombe par terre. C'est une cueillette qui est facile à faire, vous avez juste à vous asseoir à terre puis remplir votre panier, c'est super chouette. Vous entreposez vos glands dans un endroit sec et l'idée, c'est de les laisser sécher quelques semaines, 6 à 10 semaines à peu près. Et là, après ça, ben, vous allez les craquer, vous allez sortir les noix de leur coquille. C'est un peu de travail, mais tu sais, on se met un bon podcast ou on écoute une émission, on se met de la musique, on peut faire ça en gang, en prenant un verre. On fait une corvée de glands de chêne. Une fois que les noix sont sorties de leur coquille, l'idée, c'est de les blanchir pendant à peu près 5 minutes à l'eau bouillante. Vous les asséchez, puis vous les mettez au congélateur, dans des sacs de congélation. Et là, vous avez votre réserve de glands de chêne bourrée de protéines que vous pouvez utiliser dans vos recettes partout où il y aurait des amandes, des cachous, des noix de Grenoble, name it, vous pouvez ressortir votre Ziploc de glands de chêne. Alors, moi, je les ai utilisés tels quels comme ça en les sortant direct du congélateur. Je les passais au moulin à café pour faire une poudre des fois, là, pour certaines préparations. Ça va mieux quand ils sont en poudre. Euh, j'ai des amis, eux autres, qui les faisaient rebouillir un autre 5 minutes après la congélation pour enlever un peu plus de tanin. Il faut croire que j'ai peut-être un petit peu plus de tolérance à l'amertume que d'autres personnes, là. Mais bon, ça, c'est en gros le conditionnement des glands de chêne. Et là, je vous mets ici une recette que j'ai trouvée sur... Il y a un site que j'aime bien qui s'appelle freecocotte.com. Vous voyez l'adresse ici en haut à droite, là. Ça, c'est pour les personnes qui sont poignées à faire des substitutions, genre les gens qui sont intolérants au lactose ou qui sont allergiques au gluten ou qui ont de la difficulté avec le sucre, les personnes diabétiques. C'est un très, très bon site où aller chercher toutes sortes d'idées de recettes là, vraiment tripantes. Et il y avait une recette de rillettes de sardines, sans fromage, sans produits laitiers, dans lesquelles il y avait des noisettes. Et moi, j'ai remplacé les noisettes par des glands de chêne. Et c'était, ma foi, super délicieux. Alors, je ne vais pas tout vous lire ça, là, vous lirez ça à tête reposée quand vous recevrez mon PowerPoint. Il y a une autre recette dont je voulais vous parler qui fait un mix dans lequel j'ai mixé le jus de sumac et les glands de chêne à gros fruits. OK? Alors, ça, c'est toujours sur le même site, le site de freecocotte.com. La mousse de betterave végétalienne. Hey, ça, là, c'est bon, ça. C'est bon au bout. Puis c'est tous des produits locaux, à part les noix de cajou que j'ai remplacées, ou les noix de Grenoble qu'elle disait dans sa recette,
Moi, j'ai remplacé ça par des glands de chêne agro-fruits, tout simplement. Et j'ai divisé, j'ai mis une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre et j'ai mis une cuillère à soupe de jus de sumac, juste pour le trip. J'aurais peut-être pu carrément remplacer le vinaigre de cidre par du jus de sumac, puis ça aurait probablement fait le travail aussi. Évidemment, on n'aurait pas eu le goût de la pomme, là, mais le jus de sumac, c'est vinaigré, là. On n'appelle pas le sumac vinaigrier pour rien, là. Alors, ça, cette mousse à la betterave-là, c'était vraiment, vraiment un gros succès. Et là, ici, excusez, mes photos sont pas mes photos de bouffe, là, je fais pas des photographies professionnelles de bouffe, là, mais ici, à droite, ce que vous voyez, c'est un petit déjeuner que je me suis fait avec des crêpes au sarrasin, ce que j'ai badigeonné avec ma mousse à la betterave, dans laquelle j'avais mis du jus de sumac et des glands de chêne à gros fruits. J'ai rajouté là-dessus des fraises biologiques que j'avais été cueillir chez mon fermier de famille, un petit filet de sirop d'érable, puis des pétales de rose que j'avais fait macérer dans la glycérine, donc des pétales de rose québécois que j'ai cueillis de mes blancs chemins. Ça, là, c'était un petit déjeuner de luxe, là, complètement décadent. J'ai adoré ça. Fait que vous essayerez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. J'arrive maintenant à mon numéro 3. Oh, pardon, excusez, excusez, excusez. J'essaie de voir où est-ce que je suis rendue dans mon timing. Je suis rendue au pissenlit. Ah, je suis pile poil dans mon timing. Alors, le café, le fameux café, par quoi qu'on remplace ça? Ben, je parlais des glands de chêne tout à l'heure, là. On peut se faire une boisson avec les glands, avec la poudre de glands de chêne, qui pourrait remplacer le café. Déjà là, je vous en ai donné un qui est un substitut de café qui peut être vraiment très chouette. Euh, mais il y a aussi le fameux pissenlit. Alors, qui ne connaît pas le pissenlit? Là, je vous ai mis des photos de pissenlit en fleurs. Là, messieurs, dames, ce qu'il faut que vous sachiez, tu sais, j'ai mis cette image-là juste pour que vous le reconnaissiez, là, mais quand il est en fleurs comme ça, c'est pas le temps de cueillir la racine du pissenlit, parce que c'est avec la racine de pissenlit qu'on fait le substitut de café. Quand il est en fleurs, il est trop tard pour cueillir la racine. Il faut cueillir la racine soit très tôt au printemps, avant qu'il fasse ses fleurs, ou alors, ça pourrait même être mieux, tard à l'automne, quand il a fini sa floraison, puis tu sais, ses semences, puis tout, là. Fait que c'est soit au début de la saison ou à la fin. En fait, si vous voulez aller chercher un maximum de sucre, d'effet sucré, parce qu'il y a un petit côté caramélisé dans la racine de pissenlit qui est très intéressant, il va être plus fort au printemps. Alors, si c'est pour des raisons gastronomiques que vous cueillez votre racine de pissenlit, je vous recommande de le cueillir là, bientôt, là. Si vous voulez cueillir le pissenlit pour des raisons médicinales, c'est mieux de le prendre à l'automne. Il va être moins sucré, mais il va être plus médicinal à l'automne. Enfin bref, ça, c'est des petits trucs de cueilleuse. Euh, Ça, c'est une photo de mes morceaux de racines de pissenlit. C'est après que je les ai cueillis, je les ai bien nettoyés. Il faut être motivé quand même, parce que c'est de l'ouvrage, là. Cueillir des racines puis les nettoyer, là, c'est quand même, vous allez le mériter, votre café, là. C'est pas une cueillette facile comme le sumac vinaigrier ou les glands de chêne. Il faut être un peu plus motivé, mais ça vaut son pesant d'or. Une fois que vous avez bien nettoyé vos racines, important de bien les nettoyer si vous voulez pas qu'il y ait un petit goût de terre dans votre café, il faut les couper en petits morceaux. Parce qu'un coup que les racines nettoyées vont avoir été bien séchées, ça va devenir dur comme du bois. Puis vous ne pourrez plus les couper à ce moment-là. Très difficile. Ça va vous prendre une hache ou une scie. Fait que tout de suite, après les avoir lavés, vous les coupez. Vous étalez ça sur une plaque à biscuits que vous mettez en haut du frigidaire. Vous trouvez une place quelque part dans votre logement où c'est sec. Vous laissez sécher vos racines de pissenlit. Puis une fois qu'ils sont bien, bien sèches, vous pouvez les entreposer dans un pot maçon, bien vissé. Euh, et ça se conserve pendant des mois, voire des années, là. Vous pourriez aussi utiliser de la racine de bardane et même combiner bardane et pissenlit ensemble pour faire votre substitut de café. Et là, je vous montre ici, encore une fois, la bardane en fleurs pour que vous puissiez la reconnaître. Mais c'est la même chose qu'avec le pissenlit. Quand elle est en fleurs, de même, c'est pas le temps de cueillir la racine de la plante. Il faut la cueillir, même chose, soit très tôt au printemps ou tard à l'automne. Et la bardane étant une plante bisannuelle, on veut cueillir
les racines de plants de première année à l'automne ou les plants de deuxième année au début du printemps, là, avant qu'ils montent leurs tiges puis qu'ils fassent leurs fleurs. Alors, la bardane, vous la connaissez sûrement très bien. C'est celle qui vous fait rager parce qu'elle s'agrippe après les poils de votre chien ou dans les tresses de votre petite fille ou dans vos vêtements. C'est à la bardane qu'on a volé le brevet du velcro. C'est elle qui a inventé le velcro, la bardane. À ne pas confondre avec le chardon, qui est piquant lui aussi, qui fait des fleurs piquantes lui aussi. C'est pas la même plante, quoique le chardon, il est comestible aussi. Ses racines sont comestibles aussi, sont délicieuses. Mais vous voyez, le chardon, lui, il va faire des... J'ai pas de photo de chardon, c'est plate, j'aurais dû en mettre une. Mais alors, le chardon va faire des feuilles qui sont très rigides et piquantes, là. Si vous frottez le mollet sur une feuille de chardon, ça va faire ouch. Alors que la bardane, elle a des belles grandes feuilles très souples et douces, là. C'est pas du tout la même plante. Alors là, la photo que vous voyez là, si c'est un plant de première année rendu à l'automne, il serait mûr pour être cueilli là, pour sa racine. La bardane est intéressante parce qu'elle a un petit goût d'artichaut qui est vraiment cool. Vous pourriez aussi mettre dans votre café de racine de la racine de chicorée. D'ailleurs, je pense qu'il y avait probablement de la racine de chicorée dans le fameux postum là, que personne aime, là. Là, même chose, je vous présente une photo de chicorée en fleurs. C'est le même principe qu'avec le pissenlit et la bardane. Quand il est en fleurs comme ça, votre plant de chicorée, c'est pas le temps de cueillir sa racine. Quand il est en fleurs, en fait, c'est parce que tous les nutriments puis toute l'énergie de la racine est montée dans la tige puis dans la fleur. Il n'en reste plus dans la racine. C'est pour ça que c'est pas intéressant. Mais je vous ai montré cette photo-là juste pour que vous puissiez la reconnaître. C'est une plante qu'on voit partout dans les fossés, sur le bord des chemins, dans les terrains en friche. Elle fait vraiment des très jolies fleurs bleues. Même chose que la bardane, c'est une bisannuelle. Donc, on cueille les racines des plants de première année et on cueille soit très tôt au printemps ou tard à l'automne. Fait que moi, typiquement, souvent, je vais faire mes cueillettes de racines. Souvent, je vais les faire à l'automne parce que j'aime bien bénéficier aussi des propriétés médicinales de ce que je cueille. Mais je pourrais le faire aussi au printemps. Mais enfin, bref, je vais cueillir toutes mes racines à l'automne, puis je me fais mon stock pour l'hiver. Puis là, je me fais des belles boissons chaudes avec ces plantes-là. C'est J'ai pas le goût de évident. t'interrompre, Marie-Jacques. Oui, J'ai le goût de t'interrompre, j'ai une petite question. vas-y donc. C'est quoi qui se passe entre le moment où tu as ta racine que tu as entreposée et le moment où tu en fais un café? Tu en J'y fais une arrive. mouture? Ah, voilà. J'y arrive. Ouais, là, j'étais encore dans les plantes, là, mais j'arrive avec ma procédure de comment on fait. Fait que, inquiétez-vous pas, je vais vous l'expliquer. Donc, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une feuille de pissenlit à côté d'une feuille de chicorée. Et c'est vraiment pas facile quand les deux plantes ne sont pas encore en fleurs. C'est vraiment pas facile de faire la différence entre les deux. C'est juste pour vous démontrer ça, mais c'est pas grave parce que les deux sont comestibles et les deux s'utilisent en cuisine de la même façon. Alors, j'arrive à la question de Marie-Josée qui dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais entre le moment où tu as cueilli ta racine et le moment où tu bois ta boisson chaude, délicieuse? Ben, tu commences par bien nettoyer tes racines après les avoir cueillies. Tu les coupes en morceaux. Tu les fais sécher. Quelques, quelques semaines, je dirais. C'est quand même assez long à sécher des racines, surtout si c'est des bonnes grosses racines. L'idée, c'est qu'elles soient sèches là, jusqu'à temps que ça soit dur, dur comme du bois, là. Puis après ça, vous pouvez les entreposer pendant des mois, comme ça. Et au moment où vous voulez vous faire votre fameux café de pissenlit, vous pourriez décider à ce moment-là de le torréfier sur une plaque à biscuits au four 20 minutes à 375 degrés Fahrenheit. Et là, préparez-vous à avoir une odeur de caramel dans la maison. C'est complètement génial. Moi, souvent, je vais les faire torréfier à mesure, tu sais, par batch, pour pas toutes les faire en même temps, parce que si vous faites torréfier votre racine de pissenlit, elle va être moins médicinale que si vous la faites pas torréfier. Fait que des fois, je vais en garder un stock non torréfié parce que j'ai besoin de faire une petite cure pour mon foie ou une petite détox. Fait que c'est pour ça que je ne le fais pas nécessairement torréfier tout de suite en commençant, là. Mais bon, c'est selon votre goût. Un coup que c'est torréfié, vous le surveillez hein, régulièrement pour pas qu'il crame. Il ne faut pas que ça brûle. Faut pas que ça devienne noir. Faut juste que ça devienne
un beau brun, un beau brun doré, là. Un coup que c'est torréfié, il s'agit de les moudre avec un moulin à café ou un moulin à épices, de le rendre en poudre. Puis là, vous vous en servez comme vous feriez du café. Moi, je me sers d'une cafetière Bodum, là, bien ordinaire. Je le fais infuser 5 minutes dans l'eau bouillante. Je rajoute un petit peu de lait. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de lait d'avoine dedans. Vous pourriez rajouter du lait de vache ou la sorte de lait que vous voulez. Puis un petit soupçon de sirop d'érable si vous avez la dent sucrée. Et et c'est sûr qu'il n'y a pas la caféine qu'il y a dans le café. Si vous avez besoin de l'effet de la caféine sur votre système nerveux, je vous le dis tout de suite, vous allez être déçus, ça ne le fera pas. Mais c'est quand même énergisant sans l'effet stimulant sur le système nerveux. Moi, je suis une fille qui est un peu sénère dans la vie. J'ai pas besoin de café. J'ai pas besoin de café, j'ai plus besoin de réconfort. Et les saveurs de ces plantes-là que je vous ai présentées, le pissenlit, la bardane, la chicorée, euh, prises isolément ou conjointement en mélange, ça vient chercher le même genre de satisfaction pour moi que quand je bois un bon café. Tu sais, c'est bon, un bon café, là. Zéro frustration pour moi de remplacer ça par des racines de plantes que je vous ai montrées. Il y a aussi une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous enverrai le lien, où je montre à l'écran là, en vidéo là, comment je fais mon café de pissenlit. Alors, j'arrive à mon quatrième petit chapitre, où là, je vais vous parler du chocolat chaud. Une chance qu'il fait encore un peu froid, qu'on n'est pas rendu dans les grosses chaleurs, parce que là, avec le café puis le chocolat chaud, je serais comme pas trop dans la bonne ambiance. Alors là, je suis rendue à j'ai pris un petit peu de retard. C'est pas grave. Alors, comment peut-on remplacer le chocolat chaud par une plante comestible du Québec? Par le fruit du tilleul, messieurs, dames. Alors, il y en a sûrement plein parmi vous, j'imagine, qui connaissent le tilleul pour sa fleur, hein? Le tilleul est bien connu pour sa fleur super odorante qu'on utilise dans les infusions, qui est calmante, qui a un effet très apaisant justement pour le système nerveux. Elle, on la boit le soir plutôt que le matin, mais quoi qu'on peut on peut en prendre dans la journée aussi, c'est pas un somnifère, là. Mais bref, la fleur de tilleul, c'est quand ça fleurit, ça, c'est d'habitude, c'est fin juin, début juillet. C'est plein d'abeilles, ça sent bon, c'est extraordinaire. Fait que le tilleul, il est très connu pour sa fleur, mais beaucoup moins pour son fruit. Là, ce que vous voyez ici à l'écran, il y a des fleurs, puis les petites boules qu'il y a là, ça, c'est des bourgeons de fleurs. C'est des futures fleurs. Mais ici, attendez, je vais retourner à ma slide précédente. Ici, ce qu'on voit, c'est des fruits. Alors ça, c'est quand la fleur, elle a fini de fleurir, elle fait son fruit. Et, et c'est ce fruit-là qui a des arômes de cacao. OK, puis là, je vous montre, au cas où vous ne connaîtriez pas le tilleul. C'est un arbre, le tilleul, c'est grand, ça fait des belles fleurs, des belles feuilles un peu en forme de cœur, finement dentées. C'est très facile à trouver des tilleuls. Il y en a souvent dans les aménagements urbains, dans les parcs en ville, le long des rues. Si vous avez des enfants qui jouent au soccer, là, tu sais, qui jouent des sports, là, ben, quand vous allez les reconduire, là, allez vérifier, faites le tour du parc où vos enfants vont jouer leur sport. Souvent, il y a des tilleuls dans ces endroits-là. Et vous pourriez peut-être faire d'heureuses cueillettes pendant que vos mousses jouent avec le ballon. Fait que ça, c'est pour la reconnaissance du tilleul. Bientôt, au printemps, quand il va commencer à faire ses feuilles, vous allez voir, il va avoir une belle couleur de feuilles vert pistache, là. Il est reconnaissable aussi à cause de ses bractées. C'est comme des mini-feuilles. Attendez, je vais vous les montrer. Vous voyez la feuille ici, c'est pas une feuille, en fait, c'est une bractée. Ça vient avec le capitule de fleurs, finalement. Euh, et ça, en passant, là, je ne suis pas dans le thème, là, mais je vous donne un morceau, un bonus de plus là, dans la conférence. Ça, là, les feuilles de tilleul printanières, les jeunes pousses, là, encore là, toutes tendres, ça, là, vous mettez ça dans vos salades. C'est extraordinaire. C'est vraiment très, très bon. Alors, le tilleul, souvent, j'ai vu des tilleuls dont le fruit était même persistant en hiver. Tu sais, il était tout sec, la bractée est toute sèche, le fruit est rendu brun, sec. Donc, des fois, je vais spotter le tilleul en plein hiver parce que je vois encore ses fruits dans l'arbre. Mais il faut cueillir
le fruit du tilleul à la fin de l'été quand il est encore vert pour faire la recette que je vais vous indiquer dès maintenant. Alors, pour faire une boisson au tilleul qui s'apparente au chocolat chaud. Alors, il s'agit de cueillir les fruits du tilleul, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils sont encore verts. Vous les faites sécher. Faites-les sécher à l'abri de la lumière, c'est mieux. Ça sèche assez vite, ça. Ça devient, c'est gros à peu près comme un petit pois, les fruits du tilleul. Ça devient léger, léger, léger. Puis un coup que c'est bien sec, vous les séparez des tiges puis des bractées, vous gardez juste les petits pois. Et là, vous faites torréfier ça dans une toile de fonte, à sec. Vous ne mettez pas d'huile, pas de corps gras, rien là. Carrément à sec. Vous mettez vos fruits de tilleul séchés dans votre poêle de fond, quelques minutes, vous brassez constamment. Il faut que faut que le rond soit quand même assez chaud. Surveillez pour pas que ça crame. Brassez, brassez. Puis dès que vous avez une arôme de cacao qui commence à émerger, c'est que c'est prêt. Et là, l'idée, c'est de moudre vos fruits de tilleul torréfiés au moulin à café. Vous faites une poudre, puis même chose qu'avec le café de pissenlit et tout ça. Vous faites infuser ça 5 minutes, cafetière bas dans l'eau bouillante. Et c'est sûr, ça goûte pas le chocolat, mais il y a un arôme de cacao, je dirais, mêlé avec un goût de graines de tournesol. Fait que, tu sais, c'est un peu chocolat, nos graines de tournesol. Et même chose, vous mixez ça avec le lait de votre choix, un petit peu de sirop d'érable, un petit peu de miel. Oh my God, c'est extraordinaire. Moi, ce que j'aimerais essayer prochainement, donc l'automne prochain, quand je vais faire ma prochaine cueillette de fruits de tilleul, j'aimerais, avec la poudre torréfiée, insérer ça dans des crêpes, des muffins, des gâteaux, des pains, pour voir si ça pourrait donner un goût intéressant là, à des préparations un petit peu plus sucrées de ça. Hum. Ça pourrait peut-être même s'essayer dans un corps gras pour faire une espèce de beurre chocolaté un peu, là. Il y aurait plein de tests culinaires à faire avec ça. J'ai aussi une vidéo YouTube là, qui explique dans le détail là, comment je fais pour faire ma boisson aux fruits de tilleul. Et là, j'arrive à mon dernier chapitre. Là, j'arrive à la muscade. J'ai 2 minutes de retard. Ça va bien. Alors, par quoi peut-on remplacer la muscade, messieurs, dames? Ben, on peut remplacer ça par des graines de méric baumier. Alors, le méric baumier, c'est un arbuste qui pousse abondamment au Québec, qui est quand même assez facile à trouver, d'après moi, dans pas mal toutes les régions, même au nord. Euh, Ça pousse sur le bord des lacs ou sur le bord des petits ruisseaux qui coulent pas trop vite. Ça n'aime pas les gros torrents, là. Ça l'aime les eaux tranquilles, le méric baumier. Moi, je cueille toujours ça sur le bord des lacs. Il pousse carrément presque les pieds dans l'eau, là. Tu sais, faut se mettre des gougounes qui vont dans l'eau pour aller faire notre cueillette de graines de méric baumier. Ou alors, moi, des fois, je vais faire des cueillettes en kayak. J'ai une de mes étudiantes dans la cohorte 2024 d'une plante à la fois qui m'a dit, elle, qu'elle avait fait sa cueillette de méric baumier en paddleboard. Ça se cueille au mois d'août, typiquement, les graines. Les graines, c'est vraiment la structure. Attendez, je vais essayer de vous montrer avec mon curseur, là. C'est la structure qu'on voit ici, là. Ça devient au mois d'août jaune, un peu collant. Euh, on ne les retrouvera pas sur tous les plants de méric baumier parce que le méric baumier est une plante dioïque. Ça veut dire qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les plants femelles. Si vous avez des méric baumier mâles chez vous, vous n'aurez pas ces graines-là dans vos plats. Vous allez avoir d'autres choses qui goûtent, qui est intéressant en cuisine aussi, mais moi, j'ai une préférence pour les graines des plants femelles. C'est pas mal ce que tout le monde cueille normalement. Pour vous aider à reconnaître le méric baumier, vous allez voir, on ne voit pas très bien, là, c'est un peu flou, j'ai pas une très bonne photo, mais l'écorce est un peu rougeâtre avec des petits points blancs. On appelle ça des lenticelles. Ici, ça, c'est un bosquet typique de méric baumier. Ça, c'est tôt en saison. On ne voit pas encore. Peut-être que c'est un plant mâle, là. On ne voit pas les graines. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est une feuille vue de proche. La particularité, c'est que c'est une feuille qui est un peu en forme de spatule, qui est quand même assez allongée.
elle est dentée juste au bout de la feuille. Vous voyez comment il y a des petites dents ici au bout? Puis le reste, ben, c'est lisse. Puis vous voyez les petits points, les petits picots blancs. J'espère que vous voyez bien mes petits picots blancs, là. Vous allez le voir peut-être mieux dans le PDF. Mais c'est là-dedans que toute l'arôme se situe parce que les feuilles aussi se cueillent. Et si vous froissez une feuille de méric baumier dans votre main, là, vous la froissez, 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 puis vous mettez votre nez dessus, vous allez avoir une odeur extraordinaire dans le nez. Ça s'appelle le bois sambon, c'est un autre de ses noms. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Les feuilles sont intéressantes pour faire des infusions. Dans certains ouvrages, vous allez trouver que les gens disent que vous pouvez remplacer les feuilles de laurier par des feuilles de méric baumier dans vos recettes. Moi, pour l'avoir essayé, j'ai pas trouvé que ça goûtait grand-chose, mettons, dans ma sauce à spag. Il aurait fallu que j'en mette vraiment beaucoup, là, tu sais, beaucoup trop de feuilles de méric baumier pour avoir l'effet du laurier dedans. Moi, personnellement, j'aime mieux me faire des belles infusions, des tisanes avec ça que de le mettre dans ma cuisine. Ça, là, je vous montre des feuilles encore de méric baumier tôt au printemps, là, quand ils sont encore jeunes, là. Mais vous voyez qu'ils sont dentés vraiment juste sur le bout. Euh, Moi, j'utilise donc les graines qu'on cueille sur les plants femelles à la fin de l'été et je mets ça dans ma sauce à spag. J'ai trouvé cette idée-là dans un des livres de Fabien Girard, Secrets de plantes. Je me souviens plus si c'est Secrets de plantes un ou deux. Il faut quand même en mettre beaucoup. Moi, ce que je vous recommande, avec le méric baumier, c'est de le mettre à la fin de la cuisson. Mettez-les pas, mettons que vous faites un plat mijoté, là, tu sais, qui va au four longtemps ou dans la mijoteuse, là, puis c'est là pendant des heures. Ça risque de développer une certaine amertume. Moi, je le rajoute toujours dans le dernier 15 minutes, là, je rajoute mon méric baumier pour être sûr que ça a un effet intéressant. J'aime le mettre dans ma sauce à spag. J'aime le mettre aussi sur mon poisson sur les grillades. J'ai une de mes amies, là, la photo, c'est juste en guise d'illustration, là, c'est pas vraiment son kit d'épices, mais elle, ce qu'elle s'est fait, c'est qu'elle s'est fait un mélange d'épices dans lequel le méric baumier est en vedette et elle se sert de ces épices-là partout où elle mettrait des épices à steak. Donc, ça se cuisine très bien dans les plats salés. Ça goûte un peu la muscade, mais pas juste ça. Ça goûte aussi un peu camphré, ça goûte un peu résineux, ça a des petites touches un peu de clou de girofle. C'est vraiment comme un mélange de saveurs un peu complexe, mais il y a quand même de la muscade qui ressort là-dedans. Ce qui fait que ça peut aussi s'utiliser dans les desserts. Donc, tous les plats qui seraient comme à base de pommes ou de poires, vous pourriez ajouter du méric baumier là-dedans. Ça serait super bon. Alors, est-ce que je suis rendue à la fin? Oui. Alors, si je fais une petite... Rendu aux questions, Marie-Jacques. Oui, On a bien. plein de questions, là. Oui, il y a plein de questions. Ah, c'est le fun. Super. Fait que je fais un petit recap rapide. Dans quelques minutes, on va y aller avec les questions. Alors, on a vu le jus de citron avec le sumac vinaigrier. On a vu les noix qui viennent de loin avec les chênes à gros fruits. On a vu les racines de pissenlit, chicorée, bardane pour remplacer le café. On a vu, c'est ça, le tilleul, les fruits du tilleul pour le chocolat chaud, la muscade avec le méric baumier. C'est sûr que j'aurais pu vous en montrer plein d'autres. Là, tu sais, il y a la matricaire odorante là, qui goûte l'ananas, le mélilot qui goûte la vanille. Tu sais, il y en a plein. Mais on a juste une heure à soir, fait qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai quand même un petit, tu sais, en tant que prof de cueillette, il faut quand même que je vous dise que lorsque vous faites des cueillettes, c'est important de vous informer sur l'écologie de la plante. Moi, c'est quelque chose que j'enseigne, puis je mets beaucoup d'accent là-dessus. Cueillez pas en sauvage, là, tu sais, vérifiez que votre cueillette aura pas d'impact ou très peu sur la table que vous allez cueillir. Tu sais, comprenez c'est quoi le mode de reproduction de la plante. Euh, comprenez c'est quoi l'impact que peut avoir votre cueillette sur l'environnement. Donc, respectez la nature, puis assurez-vous que la plante va pouvoir se reproduire facilement par la suite après votre passage. Je vous dirais qu'en général, les plantes que je vous ai présentées à soir sont quand même assez tough, là, tu sais. Quand même que vous partiriez avec une quantité industrielle de glands de chêne, le chêne, ça y fera pas mal, là, tu sais. Il va être encore là l'année d'après pour en faire d'autres glands, là. C'est peut-être plus les écureuils que vous allez frustrer, là, mais tout ce qui est fructification, on peut cueillir avec pas trop de culpabilité, là. Mais à partir du moment où on commence à cueillir la racine, ben là, c'est sûr que là, vous prélevez la plante au complet.
Par chance, bardane, chicorée, pissenlit, c'est des super mauvaises herbes, c'est des toughs. Même si vous en cueillez beaucoup, il va toujours en avoir. Mais enfin, bref, je fais juste quand même vous dire, faites attention à votre éthique de la cueillette. Alors, avant qu'on passe à la période de questions, je voulais juste vous dire, vous rappeler que vous allez recevoir un lien vers l'enregistrement dans les prochains jours. Je ne vous fais pas de promesse quand. J'espère que ça va être avant la fin de la semaine. Vous allez avoir un PowerPoint de ma présentation, le document PDF avec mes notes et mes liens vers les recettes. Puis, comme maintenant, vous faites partie de ma liste de courriels, vous allez recevoir occasionnellement des trucs sur la cueillette que j'envoie gratuitement par courriel, à peu près une fois par semaine ou une fois par 10 jours en saison. Et ça, je vous montre ici le super beau PDF que vous allez recevoir, là, qui a été mis en page là, par une graphiste professionnelle avec toutes mes notes de rencontre de ce soir. Ça va être super chouette. Et j'aimerais vous faire une invitation. Je fais ça rapidement pour que vous ayez quand même du temps pour me poser des questions. Donc, je suis en période d'inscription pour la cohorte 2025 d'une plante à la fois jusqu'au 30 avril. Donc, j'ai déjà des gens qui se sont inscrits. J'en prends encore pendant les 2 prochaines semaines. Vous allez voir, c'est ça, c'est une belle gang. On est de partout à travers le Québec. Et j'aimerais, parce que vous avez participé à la conférence de ce soir, puis même pour ceux qui écoutent en rediffusion, si vous l'écoutez avant le 30 avril 2025, évidemment, je vous offre un rabais de 10% à l'achat de la formation Une plante à la fois avec le code promo local. Donc, vous avez juste à rentrer ça dans l'espace code promo au moment de faire votre transaction. Donc, c'est quoi une plante à la fois? C'est une plante par semaine, d'avril à novembre, environ 25 plantes pendant toute la saison. Vous avez des vidéos préenregistrées que vous écoutez à votre rythme de chez vous. C'est une belle communauté de gens engagés. On se rencontre en direct tous les mois, d'avril à novembre, sur Zoom pour discuter de différents sujets en lien avec la cueillette pour soutenir vos apprentissages. Puis j'ai aussi une herboriste qui travaille avec moi, Anaïs de Valicourt, qui vient vous enseigner toutes les propriétés médicinales des plantes qui sont présentées au programme. Alors, merci. Je vais arrêter mon partage d'écran. Et ce que je vais faire aussi, Marie-Josée, je pense que je vais mettre l'enregistrement sur pause. Je vais mettre l'enregistrement sur pause. De ne rien manquer, ben, vous vous inscrivez, par exemple, à cette initiative-là des tables de concertation du Québec, table de concertation bioalimentaire du Québec. Et en avril, quand on s'inscrit, là, on peut gagner un prix. C'est un ensemble cadeau de produits à base d'agastache de l'entreprise La Naudoise, Tente Agastache à Saint-Émilie de Hmm. l'Énergie. Alors, raison de plus pour le faire dès maintenant. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Marie-Jacques, avant que l'on dise bonne soirée à tout le monde? Je suis une fan des produits de Tante Agastache. J'adore, j'adore ces produits, ces crèmes, je m'en mets tous les soirs. J'adore ça. Mais merci tout le monde. Écoutez, ça a été un très, très beau groupe. Ça a passé vite. Je vous ai pas vu beaucoup, mais ça a été super chouette. Je suis contente d'avoir pu donner cette conférence-là. Puis merci encore pour l'invitation. Euh, Oui, J'ai le goût de poser la question de Renelle, là, qui est arrivée sur le temps, là. vas-y Elle donc. dit, je sais que vous n'avez pas parlé du peuplier baumier. Je voudrais savoir pour macérer dans le miel les bourgeons, mieux au frigidaire pour ne pas que les bourgeons continuent à ouvrir. Je comprends pas tout à fait la question. Est-ce que tu comprends, Marie-Jacques, de ton Oui, côté? je comprends la question, Renelle. Va falloir que je m'informe parce que le peuplier baumier, les bourgeons de peuplier baumier, c'est pas une plante que j'ai étudiée encore. Fait que je vais poser la question moi-même. Puis je sais que Renelle, avec un nom comme ça, je suis pas mal sûre qu'elle est dans ma cohorte. Fait que je vais pouvoir te revenir avec la réponse là, dans le groupe Facebook. Renelle, ça va me faire plaisir. Ben, merci à tous de votre participation, votre enthousiasme. Merci beaucoup, Marie-Jacques. Un grand plaisir et bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Merci, Magjo. Ça fait Oui, plaisir. À bientôt. merci Annie et Marie-Josée, c'était super chouette. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci François. Merci.